Oui, je vais demander dans la télévision. I'm not here. Effectivement, on a eu, c'est bon. Hein? Oui, demander. Ok. Asseyez-vous. On était avec la défense. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Mon colonel, Président Maître, à l'une des questions du parquet, on vous a fait savoir que vous étiez un officier, donc ayant une certaine autorité. Je voudrais bien que vous expliquiez à ce tribunal quand est-ce on parle d'officier supérieur dans la gendarmerie nationale et quelles sont les prérogatives qui sont attachées à cette appellation, s'il vous plaît. bon, d'abord dans la classification des grades, il y a le grade des sous-officiers, les hommes de troupe d'abord, ensuite les sous-officiers, officiers et les officiers supérieurs. Officiers supérieurs commencent généralement par le grade de commandant. À partir du grade commandant, lieutenant, colonel, vous êtes officier supérieur. D'accord. Et les officiers subalternes, c'est du grade aspirant, sous-lieutenant, lieutenant et capitaine. Maintenant, le grade sous-officier supérieur, il y a adjudant, adjudant-chef. Sous-officier subalterne, il y a le sergent-chef, le sergent. Et les hommes du rang, il y a le soldat deuxième classe, première classe et le caporal. En tant qu'officier, au moment des faits, vous aviez quel grade, s'il vous plaît, mon colonel? À l'époque, là, j'étais capitaine. Vous étiez capitaine. Oui. Lorsque vous avez été envoyé en qualité d'instructeur au camp de Kaléa, parmi les personnes dont les noms sont portés sur la décision numéro 156, qui était celui qui était le plus gradé? Bon, le plus gradé, c'était celui qui était le directeur de l'école. C'est le directeur de l'école qui oui, était le plus c'était le gradé. colonel Mamadou Salou Baldé, qui était le directeur. Bon, tu peux avoir le même galon que quelqu'un, mais on peut lui confier une responsabilité. Alors, lorsqu'on venait à Kaléa, c'est ce colonel-là qui était le directeur de l'école. C'est le colonel Mamadou Salou Baldé qui était le directeur de l'école. Effectivement, à l'ouverture de l'école, oui. Maintenant, on va remonter un peu dans les faits. Vous arrivez à Kaléa en juillet 2008, après votre nomination par la décision de l'état-major de la gendarmerie nationale. Oui. Est-ce qu'entre-temps, vous aviez quitté le camp de Kaléa Non, avant les événements du 28 septembre 2009? non, j'étais toujours là. Vous y étiez toujours. Oui. À quel moment vous avez quitté le camp de Kaléa? J'ai quitté là-bas en octobre. En octobre de quelle année, s'il vous plaît? Octobre 2009. Et suite à quoi? Non, le haut commandant, à l'époque, le chef d'état-major, avait annoncé que l'école est récupérée
par les fantassins. Alors, ce n'était plus la peine. Les stages qu'on voulait organiser, c'était maintenant impossible. Et nous avons tous quitté l'école. Donc, vous avez quitté l'école après qu'on vous ait informé que l'école était récupérée par les fantassins. Effectivement. D'accord. Maintenant, je voudrais savoir, après le camp de Kalia, quelle a été votre nouvelle affectation? Après le camp de Kalia, je suis allé à la compagnie territoriale de Koubia. En qualité de? J'étais le commandant adjoint. Vous étiez le commandant adjoint. De là-bas, je suis venu à Mamou comme commandant de groupement de la gendarmerie territoriale de Mamou, D'accord. où j'ai servi 9 ans. Vous avez servi 9 ans à Mamou. Oui. D'accord. Maintenant, mon colonel, vous avez quitté Kalia sur instruction Du chef du d'état-major. chef d'état-major de la gendarmerie nationale, Oui, qui vous a fait savoir que le camp avait été récupéré par les fantassins. oui. Donc, chose qui voudrait sous-entendre que n'étant pas de l'armée et que les formations étant différentes, vous ne pouviez plus maintenir votre position là-bas parce que les deux corps n'étaient pas les mêmes. Bon, il y avait ça, mais c'est que ils avaient complètement occupé l'école. On n'avait plus maintenant notre raison d'être là. Donc, l'école a complètement été occupée par les fantassins. Oui, la gendarmerie a récupéré l'école seulement en 2011, pendant la réforme. D'accord. Maintenant, mon colonel, je voudrais savoir, on vous a demandé ici si, à votre connaissance, des recrues ont quitté Kaléa. Vous nous avez fait savoir qu'à votre connaissance, non. Si les recrues, à votre connaissance, n'ont pas quitté Kaléa, et ceux qui sont partis sur les lieux, nous estimons qu'ils avaient déjà une certaine expérience et un certain maniement des armes. Est-ce que ces personnes ne viendraient pas des premiers ou deuxièmes recrutements qui avaient été faits sous l'égide du CNDD à l'époque? Oui, mais celui qui m'a dénoncé pour que je sois devant cette barre, il avait dit, il dit que les éléments sont venus du centre d'instruction de l'armée de mer. Il avait dit. C'est après, 13 ans après, quand il a dit 13 ans après, il a changé de version. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Colonel, bienvenue. Président Maître. De l'autre côté, on vous a posé la question de savoir si il était prouvé que les gens sont partis de Kaléa pour aller perpétrer des massacres au stade. Est-ce que, à supposer que ça soit le cas, est-ce que ça c'est de votre responsabilité? Ça ne relève pas de moi. Parce que c'est des éléments que moi je n'avais pas de contrôle sur eux. Bien. Tout à l'heure, on nous a fait lire un document qui serait venu de la région. Je précise, Monsieur le Président, que cette pièce ne figure pas dans le dossier de colonel Bienvenu. En tout état de cause, nous allons nous évertuer à en parler. On vous dit, on oppose à l'acte qu'il vous a envoyé à Kaléa une lettre de celui-là qui vous a succédé à la région. Dans la nomenclature des actes, est-ce que entre les deux, on peut prendre cette lettre comme crédible entre votre acte, entre la déclaration de votre supérieur hiérarchique, général Baldé, qui a déclaré ici que vous n'avez jamais été directeur de Kaléa en son temps, et la lettre qui, selon le parquet, dit que vous avez été directeur de Kaléa. Qu'est-ce qu'il convient de prendre comme vrai? Sur cette correspondance, il devrait joindre mon acte de nomination. Mon acte de nomination, parce que lui-même, sur cette lettre, il a joint à cette lettre lui-même le décret qu'il a nommé à Kaléa comme directeur du centre d'entraînement des forces de gendarmerie. Il a joint à cette lettre
le programme d'installation qui a été délivré par l'inspecteur général des forces armées. Il a joint à cette liste le procès verbal de passation de service. Alors, le mieux pour lui, pour dire que moi j'étais le directeur, ça revenait à lui de joindre aussi mon acte de nomination. Bien. Et il se trouve que les éléments qui ont été demandés, qui lui ont été demandés, il a répondu à ça dans un premier temps, selon la lecture du parquet. Il a déclaré qu'il n'y existe aucun registre. C'est-à-dire, il n'y a aucune archive concernant la période. Mais il ajoute que selon les informations, il y a eu ça. Est-ce que vous pensez qu'une telle façon de répondre à un courrier avec des éléments précis est crédible? C'est pas du tout crédible. Surtout que c'est un officier de police judiciaire. Il ne doit pas travailler comme ça. S'il doit renseigner le parquet, il doit donner au parquet quelque chose qui est fiable. Très bien. Est-ce que par là, on peut considérer qu'en déclarant que vous étiez le directeur de centre, la période indiquée, c'est-à-dire 2009, la période 2009-2010, en supposant ainsi, est-ce que ce ne sont pas des contre-vérités au regard de l'acte qui vous envoie à Kalea et au regard de la déclaration du général Baldé qui était votre supérieur à vous tous? Mais c'est des contre-vérités. C'est des contre-vérités. Bien. Durant tout votre cursus, vous avez dit que vous avez fait 9 ans à Mamou. Affirmatif. Est-ce que là-bas, vous avez cumulé les fonctions d'OPJ? Est-ce que vous aviez l'habilitation d'OPJ lorsque vous étiez à Mamou? Si, j'ai été plusieurs fois habilité par le procureur général de la ville de Conakry. Bien. Durant votre passage, pendant ces 9 ans, Oui. est-ce que vous avez une seule fois été interpellé pour quelque manquement que ce soit, aussi bien par votre supérieur hiérarchique de façon administrative et votre supérieur sur le plan juridictionnel? À ma connaissance, non. Est-ce que vous aviez de bonnes appréciations ou de bonnes relations avec votre parquet d'attache? Si. J'étais vraiment en bon terme avec mon parquet d'attache. Lorsque vous êtes venu à la région, est-ce que vous avez été interpellé sur quelque comportement négatif que ce soit dans votre conduite? Je ne me rappelle pas, maître. Merci, Monsieur le Président. Ouais. Il n'y a plus de questions. Le micro. Le micro, s'il vous plaît. Les techniciens ne sont pas là. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable assesseur du tribunal criminel, il résulte de l'information de l'ordonnance de renvoi que l'accusé est poursuivi pour des faits de complicité, d'assassinat, de viol, de torture et autres infractions. Ces infractions, bien que juridiquement fondées au regard des éléments constitutifs, ces qualifications ne prennent pas pleinement en compte de la nature, de l'ampleur
et du contexte dans lesquels les faits ont été commis. Les éléments obtenus suite à des différentes questions posées démontrent que les actes commis dépassent le cadre d'infraction isolée ou ordinaire. Alors, attendu que les faits s'inscrivent dans le cadre d'une attaque généralisée en raison de leur ampleur, du nombre des victimes et en raison de leur caractère organisé, planifié et méthodique, que cette attaque était dirigée contre une population civile identifiable en raison de leur opposition à la candidature de capitaine Moussa Dadis Camara aux élections présidentielles. Que les faits reprochés à l'accusé, notamment la complicité de meurtre, de viol, de torture, j'en passe, entrent expressément dans les actes constitutifs de crimes contre l'humanité. Tels que définis par les articles 194 et 198 du Code pénal, ainsi que l'article 7 du statut de Rome. Que le colonel Bienvenu Lama, en sa qualité d'instructeur et l'unique autorité du centre de formation de Kaléa au moment des faits, exerçait une autorité et un contrôle effectif sur les recrues qui ont commis d'abominables infractions au stade du 28 septembre. Le colonel Bienvenu Lama avait eu connaissance, tout le moins, ne pouvait pas ignorer que ces recrues allaient commettre des actes constitutifs de crimes contre l'humanité. Par ces motifs, le ministère public requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Président, honorable assesseur, requalifier les faits initialement poursuivis sous la qualification de complicité de meurtre, d'assassinat et autres infractions en crimes contre l'humanité sur la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Je laisse donc le micro au procureur de la République pour la suite. Alors, merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. À la suite des observations formulées par mon collègue prédécesseur ici, tendant à la requalification des faits initialement poursuivis pour des complicités de meurtre en des faits de crimes contre l'humanité et de responsabilité pénale du supérieur hiérarchique et militaire. Monsieur le Président, je vais abonder dans le même sens. Pourquoi la requalification s'impose? Pourquoi elle est de droit? Pour deux choses. Tant sur les faits que sur le droit lui-même. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, de quel fait vous êtes saisi? Vous êtes saisi de faits de meurtre sur un nombre de 150 et quelques personnes. Tuées dans un périmètre bien déterminé, c'est-à-dire dans l'enceinte du stade du 28 septembre. De quel fait vous avez été également saisi, Monsieur le Président? Il s'agit de cas de viol portant sur des centaines de femmes violées à ciel ouvert. Il s'agit également, Monsieur le Président, de cas de torture portant sur un nombre élevé. Il s'agit également, Monsieur le Président, de cas de disparition forcée.
Monsieur le Président, tous ces faits ont été commis sur une population civile désarmée, sans aucun moyen de défense. Pour quel motif? Pour des motifs politiques. Monsieur le Président, si le parquet a sollicité la requalification, c'est tenant compte de la gravité de ces faits. Il vous a dit ici la différence entre un crime ordinaire et un crime aussi grave que cela, un crime contre l'humanité. Il y a un peu des éléments caractérisants qui font un peu la différence. D'abord, c'est à travers les actes que nous venons d'évoquer tout à l'heure. Mais aussi, Monsieur le Président, surtout le contexte dans lequel ces actes ont été commis. Je vous ai rappelé ici, Monsieur le Président, ces faits ont été commis par une attaque systématique ou généralisée contre une population civile. Et Monsieur le Président, ceux-là qui ont commis ces actes savaient le résultat qu'ils voulaient obtenir. Ça, Monsieur le Président, c'est constant. Quand vous prenez également la requalification de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique ou militaire, là également, Monsieur le Président, vous comprendrez que en droit guinéen, comme en droit international, les faits que nous avons débattus ici également s'imposent. Si vous avez un responsable militaire, un officier de la gendarmerie, qui au moment des faits assumait une certaine autorité, dont une bonne partie de ceux-là qui ont commis ce massacre, ce jour au stade du 28 septembre, il avait la lourde responsabilité d'en assurer l'autorité, n'a rien fait, ni prévenir, ni empêcher que ceux-là se rendent au stade pour commettre ces actes. Monsieur le Président, en droit guinéen, comme dans les lois internationales, on dit cet officier-là, Monsieur le Président, peut être poursuivi personnellement pour ses propres faits, pour ses propres actes, mais aussi pour les actes de ses subordonnés. Ça, cette disposition est prévue par l'article 28 du statut de Rome. Cette disposition est reproduite également dans l'article 198 du Code pénal, Monsieur le Président. Vous comprendrez, Monsieur le Président, qu'au regard des faits, qu'au regard des éléments de droit, la requalification s'impose. Monsieur le Président, il y a eu un précédent sur le jugement numéro 019, 31 juillet, Monsieur le Président, rendu par le même tribunal. Monsieur le Président, ça c'est en 2024 ici, tout récemment. Lors du jugement, Monsieur le Président, les mêmes faits ont été soumis à l'appréciation de ce même tribunal. Et Monsieur le Président, il est ressorti des débats également que ces mêmes faits constituaient plutôt des infractions de crimes contre l'humanité et de la responsabilité supérieure du chef hiérarchique et militaire. Le tribunal d'alors a accédé à cette demande de requalification. Et c'est sur la base des mêmes faits, Monsieur le Président, que le colonel Bien Lama est poursuivi, au même titre que les autres. Que ce soit M. Moussa Dadis Kamara, colonel Thiebour Kamara, colonel Bien Lama ont été poursuivis pour les mêmes faits. Pour s'en convaincre, Monsieur le Président, toujours sur la base légale, quand vous prenez les dispositions des articles préliminaires du Code de procédure pénale, un de ces alinéas 5, qui vous dit des personnes qui se trouvent dans des conditions semblables, poursuivies pour les mêmes infractions, doivent être jugées selon les mêmes règles. Ça, c'est la disposition des articles préliminaires du Code de procédure pénale ou du Code de procédure pénale
Kendi, Monsieur le Président, colonel Tchibor Kamara et les autres qui ont été jugés par ce tribunal sont poursuivis pour les mêmes faits. Donc, on doit les juger selon les mêmes règles, c'est-à-dire la même qualification, Monsieur le Président. Et le ministère public que nous représentons ici n'a aucun doute que vous allez accéder à notre demande. Telles sont mes observations. Je vous remercie. La partie civile sur la demande de requalification sollicitée par le ministère public. Passez le micro, s'il vous plaît. Monsieur le Président, honorable assesseur, à la suite donc du ministère public, nous estimons que il est tout à fait opportun que les faits soient requalifiés pour les arguments tantôt développés par le ministère public relatifs déjà sur l'attaque généralisée ou systématique et aussi la connaissance de l'attaque. Ces éléments concrets ont été déjà développés amplement par le ministère public sur lesquels je ne vais pas revenir. Et ensuite, il est question aujourd'hui de ne pas perdre de vue que sur les mêmes faits, un jugement a déjà été rendu le 31 juillet 2024, donc qui a requalifié les faits dont les condamnés ont été poursuivis. Donc, pour la même pratique, Monsieur le Président, pour rester cohérent concernant l'examen des mêmes faits, nous estimons qu'effectivement, il est important que ces faits-là soient requalifiés plutôt que de parler de complicité. On peut également parler de crimes contre l'humanité. Et la base légale, elle a été évoquée par le ministère public. Déjà dans notre code de procédure civile, il y a ces qualifications, ces crimes ont déjà été internalisés, mais bien avant, en 2003 déjà, l'acte, le statut de Rome a déjà été ratifié par notre pays. Donc, que ce soit en considération du fait que le statut de Rome avait déjà été ratifié par la Guinée et ensuite par la jurisprudence qui est devenue, qu'on peut invoquer, concernant notamment sur le jugement qui a été rendu le 31 juillet 2024. Donc, pour ces deux motifs, Monsieur le Président, sans trop s'attarder sur des concepts, nous estimons que pour gagner en temps que, effectivement, nous souscrivons à la requalification des faits. Et je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également le ministère public qui a posé la question dès le début des audiences. Personnellement, depuis 2009, nous battons pour que ces faits-là soient reconnus comme étant des faits qui relèvent des crimes contre l'humanité. Donc, je me joins au ministère public et je m'en remets à vos sagesses. Je vous remercie. La partie civile a fini. La défense. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, le droit pénal n'est pas un droit de rattrapage. Le droit pénal n'est pas un droit qui permet
de rattraper ce que nous avons laissé partir. Non, Monsieur le Président. Cette procédure, si ce n'est pas, comme le colonel aime dire, les faits du destin, ce dossier serait clos il y a longtemps. Monsieur le Président. Monsieur le Président, la qualification de crime contre l'humanité évoquée par le parquet constitue en droit pénal la qualification la plus grave. Parce qu'elle doit obéir à des conditions cumulatives, Monsieur le Président. Strictes et impératives, dont l'absence d'une seule suffit à écarter la qualification sollicitée, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en droit international pénal, notamment l'article 7 du statut de Rome, Monsieur le Président, et même si nous prenons les jurisprudences, bon, on nous fait voir des jurisprudences qui n'est même pas encore devenue définitive parce que la décision rendue a fait l'objet d'un recours par le parquet lui-même et aussi par les défenses ou la défense. Donc, il ne peut pas servir de jurisprudence. Quand nous devons parler de jurisprudence, parlons de jurisprudence internationale. C'est ça la jurisprudence. Faisons le droit comparé, Monsieur le Président. Donc, si nous essayons de parler de jurisprudence, prenons la jurisprudence, la décision qui a été rendue par le tribunal spécial sur les affaires commises par l'Est-Yougoslavie, Rwanda et même par la Cour internationale de justice. La Cour pénale internationale, pardon, Monsieur le Président. C'est ça la jurisprudence. Mais une décision rendue à l'interne, contre laquelle il y a eu un recours, elle n'est même pas encore classée parmi les jurisprudences de principe. Pas du tout, Monsieur le Président. Comme je le disais, Monsieur le Président, un crime contre l'humanité suppose nécessairement une attaque généralisée ou systématique, Monsieur le Président. En deuxième lieu, l'attaque doit être dirigée contre une population civile. En troisième lieu, Monsieur le Président, une exécution en exécution d'une politique de l'État ou d'une organisation. En quatrième, avec connaissance de cette attaque par l'auteur et un lien personnel, Monsieur le Président, et intentionnel avec les actes incriminés, Monsieur le Président. Ces 5 actes, Monsieur le Président, que je viens de citer, sont cumulatifs. Ils sont cumulatifs, Monsieur le Président. La poursuite, le parquet, Monsieur le Président, cherche à contourner. Parce que, Monsieur le Président, le parquet ne trouve absolument pas d'acte matériel dans ce dossier. Contre le colonel Bienvenu, qui est d'ailleurs un cadre. Il est bien arrêté intellectuellement, Monsieur le Président. Il n'est pas comme les accusés qu'on a connus ici. Pas du tout. Il connaît son dossier. Il a la maîtrise de son dossier. Cette responsabilité qu'on parle, Monsieur le Président, elle n'est pas automatique. La responsabilité du supérieur, elle n'est pas automatique. Monsieur le Président, elle ne se présume pas. Il faut qu'il y ait des actes matériels, Monsieur le Président. L'article 28 du Code du statut de Rome, l'acte uniforme, pardon, du Code du statut de Rome, pardon, Monsieur le Président, sur la responsabilité du supérieur hiérarchique, essaye d'énumérer 3 conditions. Donc, Monsieur le Président, le lien hiérarchique effectif, Monsieur le Président, ça veut dire ceux-là qui ont agi doivent être placés directement sous l'autorité de celui qui est poursuivi. L'autorité doit avoir une connaissance réelle, Monsieur le Président, ou constructive des infractions qui doivent être commises, Monsieur le Président. En troisième lieu, Monsieur le Président, l'omission fautive, le fait
pour l'autorité de ne pas empêcher la commission, Monsieur le Président. Ce sont les 3 conditions pour qu'on parle, Monsieur le Président, de qualification de crime contre l'humanité pour faire des supérieurs hiérarchiques. Dans le présent cas, Monsieur le Président, le colonel bienvenu, aucun acte, Monsieur le Président, n'a été prouvé là, n'a été démontré là, n'a été placé par devant lui, confronté à cet acte, Monsieur le Président, comme pour dire il avait sous sa responsabilité une équipe, un groupe de personnes qui étaient appelées à aller commettre tel ou tel crime, Monsieur le Président. On lui a posé la question relativement à sa qualité de directeur. Il vous a dit qu'il n'était pas directeur de centre. Il n'était également pas directeur de stage. Il était instructeur. Un instructeur, c'est un enseignant, comme nous le connaissons, comme nous avons tous bénéficié, Monsieur le Président. Il vient, il enseigne et quitte. Il n'avait aucun pouvoir, Monsieur le Président, de déployer à l'extérieur du centre des gens, des élèves gendarmes dont il avait la charge d'enseigner, Monsieur le Président. Aucun acte, Monsieur le Président, n'a également prouvé la chaîne de commandement dont lui, il était détenteur, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le parquet, il est en cours d'argument. C'est pourquoi la partie civile n'a même pas voulu l'accompagner. Mais avec l'esprit de solidarité, sûrement, elle a voulu simplement se greffer à cette position du parquet en voulant l'accompagner sans pour autant aller avec la fougue qu'elle avait, Monsieur le Président, dans les précédentes positions. Elle n'a pas pu dans ce présent cas, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la question sur la connaissance des infractions poursuivies. Monsieur le Président, le colonel bienvenu vous a dit là, ni à la veille, ni les jours suivants, il n'était pas sorti du centre. Il était au centre. Il n'avait aucune connaissance sur les manifestations, ou en tout cas sur le comportement de ceux-là qui s'étaient rendus au stade. Et que de sa connaissance, il avait le pouvoir d'empêcher. C'est quand on a une autorité sur un groupe de personnes qu'on a au moins le pouvoir d'empêcher ces actions. Ceux-là qui s'étaient rendus au stage, est-ce que c'est des gens, c'était des élèves gendarmes? M. Colonel nous a dit qu'il n'avait pas d'élèves gendarmes au centre. Il était allé préparer l'arrivée des stagiaires. Et le centre était compartimenté, Monsieur le Président. Donc, il n'y avait aucun effectif, Monsieur le Président, sous sa gouverne, Monsieur le Président. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, sans pour autant vous retenir si long, nous vous prions de bien vouloir constater qu'il n'y a aucun acte qui n'existe dans le dossier, un acte matériel incriminant le colonel Bienvenu Lama relativement à cette histoire d'acte de supérieur hiérarchique. En second lieu, il n'était pas l'autorité hiérarchique effective, comme le parquet et la partie civile sont en train d'insinuer. Il n'avait pas connaissance, Monsieur le Président, démontrer des actes qui ont été commis. Et, Monsieur le Président, il ne s'est pas abstenu d'arrêter parce qu'il n'était même pas informé de la commission de quoi que ce soit, Monsieur le Président.
Comme pour dire, Monsieur le Président, il vous plaira de bien vouloir écarter ces observations du ministère public tendant à la requalification des infractions poursuivies. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Relativement aux observations du ministère public, pour renchérir à la suite de mon confrère, il est acquis ici au débat qu'aucun acte ne vous a été déposé, confirmant que le colonel Bienvenu Lama, ici présent, au moment des faits, était le directeur du centre de Kalea. Donc, il n'était pas un chef hiérarchique au moment des faits, ayant des subordonnés sous sa coupole. Premier élément. Le second élément, il l'a dit ici à la barre, il a appris comme tout le monde les événements relatifs au 28 septembre 2009. Comment pouvait-il s'y opposer? Comment pouvait-il entraver à cela? Il ne le savait pas. Monsieur le Président, honorable assesseur, un chef militaire, c'est une personne qui a des individus sous sa coupole, à qui il donne des ordres, qui les exécute, et contre des personnes bien distinctes. Dans le cas d'espèce, Monsieur Bienvenu Lama n'a jamais eu une troupe sous sa coupole. Il l'a réitéré et martelé. Il est parti après que cette école soit ouverte pour la formation des élèves gendarmes. Il n'a jamais fait cas du fait qu'il était le directeur du centre d'instruction de Kalea. Donc, à quoi bon une requalification des faits en crime contre l'humanité? Elle ne s'y est pas en la matière. Monsieur le Président, honorable assesseur, mon confrère a déjà décortiqué au préalable les différents éléments cumulatifs qui doivent être pris en compte pour qu'il puisse y avoir une requalification de crime contre l'humanité. Il n'était pas un chef hiérarchique, il n'avait pas de troupes sous son ordre, il n'avait pas donné d'instructions en ce sens et il n'avait pas connaissance des actes qui devaient être perpétrés. Raison pour laquelle nous vous demandons d'écarter ces observations et de ne pas suivre le parquet. Je vous remercie. Monsieur le Président, pour emboîter le pas à mes distingués confrères, je ne comprends pas pourquoi le parquet lui-même qui a enclenché cette procédure n'a pas évoqué cela devant le cabinet d'instruction. Il faut toujours attendre pour qu'on vienne ici. On est déjà très avancé dans les débats pour l'évoquer. Mes prédécesseurs ont déjà suffisamment expliqué qu'en l'espèce, c'est d'abord un justiciable qui a bénéficié d'un non-lieu de la première instance à la Cour suprême. C'est un justiciable qui vous a expliqué l'acte qui l'envoie à Kalea. Est-ce là en qualité de supérieur hiérarchique ou en qualité d'exécutant? Cela a été suffisamment exposé par mes prédécesseurs. Je ne vous prendrai pas du temps pour cela. En l'espèce, Monsieur le Président, parlant de la requalification des faits, il s'agit d'une situation beaucoup plus grave. Alors, au moment des faits, nous avions des dispositions en matière pénale. Et il vous souviendra, Monsieur le Président, que dans ce dossier, il y a eu déjà une requalification devant le pool des juges.
Et le parquet avait estimé que ces faits ne devaient pas être traités comme étant des infractions qui relèvent du statut de Rome. Mais pourquoi c'est à la phase de jugement qu'il faille encore revenir sur la même question? Faut-il prendre des dispositions du code pénal plus douces ou des dispositions plus graves, Monsieur le Président? Pour notre compréhension, Monsieur le Président, lorsqu'il s'agit de l'application des dispositions du code pénal dans le temps, en ce qui concerne le prévenu, en ce qui concerne l'accusé, c'est les dispositions les plus douces qui s'appliquent. On ne peut pas changer les règles de jeu au cours du match. C'est pourquoi, Monsieur le Président, puisqu'il a été suffisamment expliqué que les conditions de la responsabilité du supérieur hiérarchique ne sied pas en l'espèce, étant entendu que les personnes qu'on dit s'être rendues au stade du 28 septembre ne relevaient pas de son pouvoir ni de son autorité. Étant entendu qu'ils n'avaient pas connaissance de ce que ces personnes devaient aller exécuter au stade. Étant entendu qu'il n'était pas lui-même en mesure de prendre aucune disposition en ce sens qu'il n'en était pas leur supérieur hiérarchique, étant bien entendu, Monsieur le Président, qu'il vous a lu l'acte qu'il envoie à Kalea, il vous plaira, Monsieur le Président, de rejeter purement et simplement cette demande et de laisser que les débats continuent dans cette affaire. Je vous remercie. Oui, le ministère public a quelque chose à ajouter. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, à la suite donc de mes brillants collègues, je me trouve dans l'obligation de prendre la parole pour davantage renforcer ce que mes brillants collègues ont eu à développer. Monsieur le Président, ce qui fonde le ministère public à soulever cette question de requalification, c'est d'abord les dispositions de l'article 405 du Code de procédure pénale. Parce que cet article permet au ministère public, à toutes les phases de la procédure, de soulever cette question de requalification. Aussi, Monsieur le Président, ce qu'il faut dire, c'est que l'accusé ici affirme qu'à la date du 28 septembre 2009, il était bel et bien à Kalea. Or, Monsieur le Président, il est de notoriété publique, comme d'ailleurs l'atteste le jugement du 31 juillet 2024, que 300 recrues ont quitté Kalea pour venir perpétrer ces massacres au 28 septembre. Ça, c'est une évidence, Monsieur le Président. Et l'accusé à la barre vous a dit que le 28 septembre, il était bel et bien à Kalea, même s'il n'y avait aucun élève gendarme en formation. Il n'y avait aucun élève gendarme en formation.
il était là. Qu'est-ce qu'il faisait là, Monsieur le Président? Mieux, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il n'y a jamais été dit ici que ce sont les gendarmes qui ont quitté Kalea pour venir commettre ces faits-là au 28 septembre. Ce sont des fantassins. Ça, c'est une évidence, Monsieur le Président. Donc, nous nous posons la question de savoir, un formateur, un encadreur de la gendarmerie, qu'est-ce qu'il va chercher au sein d'un camp où pratiquement il n'y a aucun élève gendarme? Donc, Monsieur le Président, nous soutenons avec force cette réquisition de requalification parce que il va même de l'intérêt de l'accusé qui est là. Il est important, Monsieur le Président, que lorsque des faits sont portés devant le tribunal, qu'on donne à ces faits-là une meilleure qualification. Ça y va de l'intérêt de tous les juristes, en tout cas tous ceux-là qui pratiquent le droit, Monsieur le Président, ça y va de leur intérêt. Donc, nous insistons là-dessus. Il est important de procéder à cette réquisition. Ça va permettre au tribunal d'entreprendre une décision qui, naturellement, ne fera que refléter la nature des faits qui ont été commis. Je vous remercie. La partie civile. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je pense que il est important de rappeler que la requalification peut être posée non seulement au niveau de la phase de l'instruction préparatoire, mais également au niveau de l'instruction définitive. Donc, il n'est pas tard encore de solliciter cette requalification. Ensuite, la définition des crimes contre l'humanité que vous-même vous avez rappelé au niveau du statut de Rome et les éléments constitutifs, je pense que si nous nous hasardons à faire une déconstruction, le tribunal comprendra qu'il n'est pas contestable dans cette affaire qu'il y a eu attaque. Et que cette attaque était généralisée et même systématique. Cette attaque était dirigée contre une population civile, désarmée et en toute connaissance de cause. Et n'oublions jamais que l'instructeur peut également donner des ordres à ses élèves. Il peut donner des instructions à ses élèves. Donc, même si le colonel Bienvenu Lama n'était pas directeur du centre de formation de Kalea, comme il le dit, même s'il n'a pas rapporté la preuve, mais en sa qualité d'instructeur, il avait une autorité sur ses élèves. Nous tous, nous avons étudié. Nous savons l'autorité qu'a l'enseignant par rapport aux élèves, avant même d'arriver au niveau du directeur. Donc, comme le procureur venait de le dire, s'il n'y avait aucun élève gendarme au centre de formation de Kalea, il n'y avait que des fantassins, le colonel Bienvenu Lama n'avait pas sa raison d'y être. Et s'il l'a été, c'est parce que il était chargé de donner des instructions aux fantassins qui étaient là et qui sont venus perpétrer ce massacre-là. Et lui-même, il l'a rappelé que c'est des gens qui n'avaient aucune formation pour exercer certaines missions. C'est pourquoi ils sont venus faire du n'importe quoi au stade du 28 septembre ce jour. Si c'était des gens qui avaient suivi une formation régulière en temps normal, je pense bien qu'ils n'allaient pas accepter de venir massacrer leur population. Donc, Monsieur le Président, nous pensons que tous les éléments sont réunis pour que ces faits soient requalifiés en crimes contre l'humanité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.
la requalification est au cœur de cette affaire. Monsieur le Président, vous vous souviendrez que la décision qui avait été rendue le 31 juillet 2024 avait requalifié les faits en crime contre l'humanité. Et le colonel Bienvenu Lama fait partie de ceux qui étaient les instructeurs. Donc, qui parle d'instructeurs parle des personnes qui étaient, non seulement qui enseignaient, les élèves gendarmes, mais aussi, ils avaient des contrôles et que ces personnes étaient placées sous leur autorité effective. Et le jour du massacre du 28 septembre, le colonel Bienvenu Lama était à Kaléa. Donc, s'il était à Kaléa, c'est que ce n'était pas fortuit, Monsieur le Président. Et que nous savons que quand on est militaire, même si vous n'avez pas la volonté de prendre une décision de façon unilatérale, mais vous pouvez recevoir des ordres qui vous disent faites ça. Et Monsieur le Président, la Guinée a ratifié le statut de Rome depuis 2002 et que le code pénal de 2016, Monsieur le Président, a inclus dans le dispositif l'article 194 qui parle de crimes contre l'humanité, l'attaque généralisée et systématique. Et Monsieur le Président, si les auteurs principaux, la requalification a été faite en crime contre l'humanité, on ne peut pas dissocier le complice. Parce que le complice, selon les dispositions du code pénal, peut avoir la même peine, a la même peine que l'auteur principal. Ça, c'est le principe. Il peut y avoir des exceptions. Donc, Monsieur le Président, nous estimons qu'on ne peut pas juger les auteurs principaux en requalifiant les infractions commises en crime contre l'humanité et qu'on dit que le complice ne peut pas être soumise à cette règle de requalification. C'est pourquoi, Monsieur le Président, qu'il vous plaise, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, avec les éléments que vous avez, avec les pièces du dossier, les procès-verbaux et les déclarations de témoins, que vous requalifiez la complicité au titre de crime contre l'humanité, conformément au statut de Rome du 28 décembre 1998. Je vous remercie. La défense veut répliquer. Il faut éteindre le micro. C'est bon. D'accord. Monsieur le Président, le réquisitoire du parquet et la position des parties civiles sont d'une gravité extrême dans leur ton, en réalité. Elles sont impressionnantes, ils sont impressionnants, dans leur forme, mais juridiquement, Monsieur le Président, ils sont insuffisants. Insuffisants parce que ni le parquet, à part les oui-dits, les on-dits, qui le poussent à poursuivre ce monsieur, n'a aucun élément matériel versé dans le dossier de la procédure. Monsieur le Président, ce PV, ce procès verbal de témoins anonymes sur lequel les parties civiles sont en train de s'appuyer pour parler de monsieur Bienvenu Lama en tant que directeur de Kaléa,
n'est pas issu, Monsieur le Président, d'une autorité légalement constituée qui, je vais dire, n'est pas issu de celui-là qui avait la qualité de le poser. C'est ce que je veux dire. En second lieu, Monsieur le Président, aucun acte n'est issu des archives de l'état-major, des archives du ministère de la Défense pour parler de la nomination du colonel Bienvenu Lama. Les parties civiles ont parlé de l'achat des preuves sur M. Bienvenu Lama, alors que c'était au parquet et à elle, partie civile, d'envoyer un acte pour démentir les dits du colonel Bienvenu Lama. Le colonel Bienvenu Lama, il a envoyé l'acte de nomination. C'est dans le dossier de la procédure, Monsieur le Président. L'acte qu'il a nommé en tant qu'instructeur. Il revenait au parquet et à la partie civile d'envoyer un autre acte pour rapporter celui qui est versé dans le dossier de la procédure, Monsieur le Président. Dire qu'on connaît, qu'on a tous étudié, être instructeur, on peut avoir une influence sur l'élève. Monsieur le Président, la vie civile n'est pas comme la vie militaire. Hein. La vie civile n'est pas à confondre à la vie militaire. Et être élève, c'est un certain moment de la vie. Parce qu'on a moins de 18 ans. On a moins de 18 ans. Mais être militaire, être gendarme, c'est carrément des pères de famille qui sont là. Un institution ne peut pas avoir une influence aussi, que ce soit positive ou négative, sur l'élève gendarme ou le militaire, le soldat qu'il a la charge de former, Monsieur le Président. Donc on ne confonde pas les deux sujets de la vie sociale. Le militaire est différent de l'élève dans la vie civile, Monsieur le Président. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, je vous prie de constater que le doute est si massif et le parquet n'a trouvé aucun moyen, aucune porte de sortie dans ce dossier, en réalité. Parce qu'il pensait que cet accusé si présent était à confondre aux autres accusés qu'il a connus par le passé, Monsieur le Président. Ce n'est pas la même chose. Donc, je vous prie de bien vouloir rejeter les réquisitions du parquet, tendant à la requalification des faits, et dire et juger que les éléments pour qu'on puisse parler de crimes contre l'humanité font défaut dans ce dossier, Monsieur le Président. Je vous remercie. C'est bon. Alors, le tribunal a mis cette question en délibéré pour décision à être rendue le 13 janvier 2026, demain, mardi. Colonel, rejoignez votre place, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. L'audience est levée.